Voilà donc pour cette enquête de fond d'Aymar du Châtenay et de David de Pujadas, une enquête qui n'a pas été facile à réaliser, qui a nécessité plusieurs semaines, même plusieurs mois de travail. Il est vrai que le sujet est rarement abordé. À la télévision, il y avait eu l'enquête de Serge Moati il y a 4-5 ans, et puis il y a 17 ans, il y avait eu une tentative de débat autour d'une enquête de Jacques Brigaut, enquête qui avait été déprogrammée, ainsi que le débat, c'était sur Antenne 2, il y a donc 17 ans. C'est vous dire qu'il est assez difficile d'organiser ce type de débat derrière une enquête telle que celle que vous venez de voir. Et nous avons essayé de faire de même. Ce soir, tout allait plutôt bien. Nous avons l'habitude de le faire après chaque reportage de ce style. Nous l'avons fait dernièrement avec Jean-Marie Le Pen, puis ensuite avec Georgina Dufoy. Là, on pensait qu'il n'y aurait pas de problème. Un grand nombre de personnalités nous avaient dit oui. Et puis finalement, les unes après les autres, jusqu'à il y a quelques minutes, elles se sont toutes désistées. Nous vous expliquerons pourquoi dans quelques instants. Je le disais tout à l'heure, ce reportage a été accompagné, précédé et suivi d'un grand nombre de contacts avec les grands maîtres des grandes loges, disons des grandes obédiences qui nous intéressaient tout à fait directement. Par exemple, Michel Barra, qui vient d'écrire ce livre chez Albin Michel, qui vient d'écrire donc La conversion du regard, et qui est actuel grand maître de la Grande Loge de France. Et il est très jeune, je crois que c'est l'un des plus jeunes grands maîtres de l'histoire maçonnique. Même chose pour un tout nouveau grand maître, qui lui aussi a moins de 45 ans, qui s'appelle Gilbert Abergel, qui lui est grand maître du Grand Orient, dont vous savez que c'est l'obédience la plus importante en France. Tous ces contacts se sont bien passés, on a eu de bons rapports avec les gens avec qui nous parlions. Malheureusement, dès qu'on leur demandait d'intervenir sur ce sujet, donc les rapports, et ça passionne beaucoup les journalistes, les rapports entre la franc-maçonnerie et la politique, la réponse était pratiquement toujours négative, d'où toutes ces chaises vides qu'on voit autour de vous, Charles Villeneuve. Alors Jean Popren, celle de Jean Popren qui avait accepté, je crois, jusqu'à à peu près midi. À midi, nous avons une conversation téléphonique avec lui, Gérard Carrérou et moi-même, mais il s'est incliné après avoir eu lui-même une conversation téléphonique avec le grand maître Gilbert Abergel. Il voulait donc venir, tout à fait, vous connaissez la personnalité quand même d'un ministre de la République et d'un député maire. Et la parole est je dois dire que j'ai été profondément étonné, ainsi que Gérard, de l'invitation refusée au dernier moment par Jean Popren. Mais je crois qu'il est assez grand pour s'expliquer lui-même, et c'est ce que nous avons souhaité. D'ailleurs, dans l'après-midi, j'ai joint son épouse, Nathalie Popren, et nous avons convenu d'une conversation téléphonique à l'issue de cette enquête, du reportage que vous venez de voir. Deuxième invité, Marc Blondet, le secrétaire général de Force ouvrière, qui lui s'est décommandé hier. Voilà, à partir de là, nous avons considéré que nous ne pouvions organiser un débat contradictoire. Nous avons donc décommandé un frère sans tablier, en quelque sorte un compagnon de route très favorable aux maçons, qui en a pas mal d'ailleurs dans son conseil municipal, c'est Robert-André Vivien, député RPR. Puis Yvan Blot, qui n'est pas du tout franc-maçon, mais qui représentait ce soir l'aspect contradictoire le plus violent, sans doute, contre la maçonnerie. Yvan Blot, qui est député européen du Front National, qui est venu spécialement de Bruxelles et que j'ai moi-même dû décommander tout à l'heure, alors que nous n'avions pu le joindre, débarquant donc du TGV Bruxelles-Paris. Je lui ai demandé de ne pas être présent sur ce plateau, puisque nous avions absents, donc M. Popren et M. Blondin. Alors on a essayé de joindre à nouveau téléphoniquement Jean Popren, mais apparemment le numéro ne répond plus. Oui, à ce que vient de dire Charles Villeneuve, je voudrais ajouter quand même quelque chose qui me surprend. Il était effectivement midi, Jean Popren, qui est un battant, qui a l'image de débatteur, on l'a vu toutes les grandes soirées électorales sur toutes les antennes de télévision, qui a été un homme qui a toujours voulu le dialogue, y compris avec le Front National, lorsque par exemple les socialistes ne voulaient pas ce dialogue. À midi, aujourd'hui, Jean Popren se réjouissait presque de pouvoir débattre du rôle politique de la franc-maçonnerie. Il disait, vous savez, on exagère, le rôle direct de la franc-maçonnerie aujourd'hui est moindre que ce qu'il était autrefois sous la Troisième République, mais je suis prêt à en débattre, y compris avec l'ancien président du Club de l'Horloge, M. Blot, qui bien sûr avait certainement sur le sujet une opinion différente. Et puis on se donne rendez-vous pour ce soir, sur le plateau, ici, et puis brutalement, une demi-heure après, cet homme qui a pourtant l'habitude de prendre ses décisions d'une manière autonome, même à l'intérieur de son parti, il a eu parfois des problèmes pour cette espèce de liberté de langage qu'il a,
apparaît comme un homme sous influence qui, une demi-heure après, nous rappelle en disant « je suis très ennuyé, mais je ne peux pas venir ce soir ». Ce qui montre quand même qu'il y a au moins une influence de la hiérarchie maçonnique sur les grands francs-maçons de la politique. Alors on peut peut-être interroger un ancien grand maître, il l'a été par 2 fois, grand maître de la Grande Loge de France qui est avec nous, Pierre Simon. Est-ce que vous donniez, du temps où vous étiez patron de votre obédience, est-ce que vous donniez des consignes de ce type? Non, je suis très étonné de l'argumentation que vous apportez, parce que la définition du franc-maçon, c'est d'être un homme libre dans une loge libre. Maintenant, je peux comprendre qu'en raison d'événements récents et qu'un membre même récent aussi du gouvernement peut hésiter à venir, c'est que vous connaissez comme moi les problèmes qui agitent le monde politique et que le moindre argument peut être saisi pour qu'on puisse, comment dirais-je, accuser les avilir une attitude. Alors par conséquent, c'est une... Quel événement récent vous faites allusion? Ce qu'on appelle les affaires. Ah, mais il était prêt à en parler. Oui, non, on lui a dit qu'on en parlerait, il était prêt à y répondre. La franc-maçonnerie n'a rien à voir, si vous voulez, à l'intérieur des loges avec les affaires, et je comprends qu'il est devant ce risque de confusion qu'à la dernière seconde, il ait pu être dissuadé. Non, je vous assure qu'après avoir conversé aussi bien Gérard et moi-même avec Jean Poprenne, nous avions établi même comme principe de débat les affaires, et notamment dans le cadre de la sagesse avec Jean Poprenne. Donc il n'était en rien gêné par cette évocation. Je crois qu'il a même une argumentation très solide et très vindicative et offensive même sur ce plan-là. Et je le crois volontiers. Connaissant assez bien, si vous voulez, les mécanismes de ces affaires, je le crois volontiers. Je ne peux pas me substituer à son raisonnement. Il faut dire que la plupart des autres que nous avions contactés avaient également refusé avant. Il y avait M. Nucci et Charles, il y en avait d'autres également. C'est-à-dire qu'en fait, quand même, globalement, finalement, on découvre ce soir au dernier moment que tout le monde a refusé de venir et de parler. Il y a quand même un problème d'atmosphère actuellement, et je comprends aisément que mes frères aient pu se désister. Ce qui m'étonne un peu et ce qui me peine, c'est que ce soit au dernier moment. Je dois dire que moi-même, finalement, si je suis là, c'est parce que je ne suis point passé à mon domicile pour relever les messages sur mon répondeur. Parce que... Alors, Pierre Simon, on va essayer comme d'aborder le problème général des rapports des francs-maçons avec la politique. D'abord, est-ce que ce que vous avez vu... M. Poprenne est là, il va répondre lui-même alors. Jean Poprenne. Oui. Bonjour, est-ce que vous avez eu le temps de pouvoir regarder notre reportage finalement? Oui, j'en ai eu connaissance, mais j'ai tout de même été un peu étonné, je le regrette parce que ce sont des journalistes avec qui j'entretiens les meilleures relations, d'une certaine présentation. Naturellement que j'ai mon indépendance d'esprit et je crois que j'en ai souvent assez fait preuve, mais en même temps, en entrant en maçonnerie, j'ai contracté un certain nombre d'engagements, c'est-à-dire d'un minimum de respect, ce qu'on peut appeler les règles de l'ordre, de l'obédience, et par conséquent, ce serait inconvenant de ne pas les respecter. Et je me sens donc parfaitement en harmonie avec l'obédience à laquelle j'appartiens, et je suis heureux d'y appartenir, et en même temps parfaitement en harmonie avec ma conscience. Monsieur Poprenne, est-ce que, oui ou non, vous avez reçu, une recommandation pressante du grand maître du Grand Orient entre midi et midi et demi aujourd'hui, vous demandant de ne pas participer au débat? Permettez-moi de vous dire, Gérard Carrérou, que je ne me sens pas tenu d'apporter là une réponse. Il y a des convenances communes et je les respecte. Mais qu'est-ce qui fait que vous aviez accepté jusqu'à midi et que finalement vous avez refusé au dernier moment? Je vous répète, il y a les convenances communes. Pour le reste, je ne souhaite pas, si vous le voulez bien, me plier à ce qui apparaît un peu, monsieur Namias, comme un interrogatoire. J'ai pris mes responsabilités et je les assume, et devant l'ensemble des téléspectateurs. Et je suis un peu étonné qu'un débat qui est là pour éclairer, et vous avez donné d'ailleurs un reportage que je trouve tout à fait objectif, je l'ai ressenti comme reflétant ce qui est en effet la réalité qu'on a bien voulu montrer. Donc cela détruit, il me semble, la légende de je ne sais quel mystère épais, troublant, ténébreux que l'on voudrait entretenir autour de la maçonnerie. Donc je trouve très bien que vous ayez pu présenter ces images, et effectivement elles donnent de la maçonnerie l'image
d'un groupement d'hommes et de femmes aspirant avant tout à faire progresser les idées mêmes de la République, de la liberté, à développer l'esprit de tolérance, de réflexion commune, bref, tout ce qui m'a fait m'y porter, après d'ailleurs beaucoup d'hésitation, de réflexion, mais en fin de compte, dans un temps où l'obscurantisme et l'intégrisme souvent contre-attaquent, j'ai cru y trouver là cette aspiration à la liberté, et finalement à la lumière, à la philosophie des Lumières, où la franc-maçonnerie puisa beaucoup de sa force. Voilà. Merci. Et donc c'est bien que vous l'ayez fait ainsi, mais si vous le voulez, pour la convenance et pour, disons, la bonne tenue de cette émission, moi je ne souhaite pas aller au-delà. Eh bien, on ne va pas vous embarrasser davantage. Et Merci. vous le voyez, mais vous ne m'embarrassez pas, et vous voyez que je ne me suis pas du tout dérobé. Parce que j'ai eu l'impression que c'est un peu ce qu'on laissait entendre. Non, mais c'est vrai qu'on regrette de ne pas pouvoir dialoguer. On va le Cela faire. viendra. Ça va bien, j'espère. On va le faire avec un ancien grand maître, donc on a sous la main. Pierre Simon, est-ce qu'on a quand même, quand on est maçon, est-ce qu'on a un peu plus d'avantages dans la société, civile ou politique? Est-ce qu'il y a vraiment des coups de pouce, des entraides, comme, disons, un grand nombre de gens le pensent? Non, mais je crois que vous êtes en train de reprendre une confusion qui existe dans l'esprit du public. La franc-maçonnerie n'est pas une association dont le but est l'entraide matérielle. Les initiés viennent chercher un ressourcement moral, viennent faire opérer leur propre transformation, et il n'y a en particulier à la Grande Loge de France une interdiction de politique. En revanche, il y a lorsque, et cela figure dans le rituel de la fermeture des travaux en loge, le président de la loge, qu'on appelle le vénérable, dit « Maintenant, allez en paix, ce qui vous a illuminé à l'intérieur, vous devez le répandre au dehors. » Et c'est au dehors que le maçon, mais en qualité de citoyen, de républicain, va à sa place, à la tête de la cité, à la tête ou au sein d'un gouvernement, ou dans la gestion des affaires administratives ou publiques. Il va essayer de refaire passer cette espèce de lumière, cette espèce de raison illuminée qu'il aura acquis à l'intérieur de la loge pendant les travaux. Mais est-il vrai que vous vous serriez les coudes les uns les autres? Parce que ce sont les chiffres qui nous ont impressionnés dans le reportage de Pujadas et du Châtenay. Je dois vous dire que 100 députés sur 577, c'est beaucoup par rapport à la société française. Écoutez, j'ai eu le privilège de travailler dans des cabinets ministériels, et en particulier avec l'un d'eux, avec un ministre que j'affectionnais particulièrement. Vous avez initié d'ailleurs. Que j'avais initié. Je puis vous dire que lorsque on était en possibilité, en position de choisir entre deux individus, si le maçon avait une qualité moindre que le non-maçon, le choix était opéré en faveur de la meilleure qualité. C'était la qualité de choix qui opérait. Mais à compétence égale, vous choisissez plutôt le maçon. À qualité égale, il est humain en général, de même que lorsque deux polytechniciens sont en balance face à d'autres disciplines, eh bien c'est le polytechnicien qui est choisi. Il va de soi que les amitiés, à cet égard, peuvent jouer parce qu'il y a une similitude dans la méthode de pensée et dans la façon de résoudre un problème. Il y a, lorsque vous êtes dans un cabinet ministériel, par exemple, vous êtes face à un texte à légiférer, un texte à rédiger, ou bien comment dirais-je, une détermination à prendre. Chez le maçon, il y a toujours une philosophie qui préside à la réflexion, puis à la décision, puis à l'écriture. Ce qui n'existe pas forcément dans les autres, dans les autres systèmes, ou chez les autres collaborateurs, aussi qualifiés soient-ils, dans un ministère ou dans une administration. Le fait que nous ayons une formation morale supérieure, le fait que nous soyons déjà habitués à la réflexion sur les problèmes de société, et je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez entendu, la loge est un laboratoire de société, et c'est vrai, parce que les frères viennent de tous horizons et de toute formation politique, eh bien, à cet égard, il y a une possibilité,
facilité et un système philosophique qui va prévaloir à la rédaction du texte. Juste une dernière question, Pierre Simon. Est-ce que ce que dit Guy Pen, le socialiste Guy Pen, à propos de l'éventuelle initiation de Valéry Giscard d'Estaing est vrai? Est-ce qu'il avait demandé à devenir directement maître? Écoutez, j'ai une fréquentation solide avec Valéry Giscard d'Estaing. Comme vous l'avez vu tout à l'heure sur cette invitation, c'est moi qui l'avais rédigée, puisque Valéry Giscard d'Estaing, à l'époque, était ministre des Finances. Dans la conversation que nous avons eue et dans la modalité de rédaction du texte qu'il a prononcé à la Grande Loge de France, il est certain qu'il a manifesté des dispositions dans le cadre de l'humanisme qui nous est propre que n'ont pas su manifester ensuite d'autres premiers ministres déjà en place qui se sont succédés. Le problème de son initiation ne s'est jamais posé, comme l'a dit mon ami Guy Pen tout à l'heure. On a fait courir des bruits par le canal de journaux satiriques et autres. La réalité n'a jamais été celle-là. Il avait un intermédiaire qui était Victor Chapeau, qui venait traiter des problèmes qui pouvaient concerner le président Valéry Giscard d'Estaing et la maçonnerie. Et je dois dire que jamais sa demande n'a été formulée dans le sens où tout à l'heure vous l'avez abordé. Est-ce qu'on peut dire que tous les présidents qui se sont succédés en France sont toujours assez solidement entourés de maçons? Ils ne sont pas maçons eux-mêmes. Écoutez, j'étais celui qui, alors que grand maître, a renoué avec, n'a pas renoué puisque la tradition n'existait pas, a créé la visite que faisait annuellement le grand maître au président de la République. Et je dois dire que c'est grâce à Lucien Neuwirth, que nous avons vu tout à l'heure d'ailleurs, que j'ai, lorsque le président Pompidou était à la tête de l'État, amorcé la première visite pour que la franc-maçonnerie soit comprise comme un instrument au sein de la société qui fabriquait, comment dirais-je, qui essayait de lui donner un sens et que l'État devait compter avec la présence des francs-maçons. Merci beaucoup Pierre Simon. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la franc-maçonnerie, et je pense que ce reportage vous aura aidé, il y a un homme qui avait une aura très grande, notamment à la tête du Grand Orient, dont il a été grand maître longtemps. Qui a joué un grand rôle dans la cohabitation. Parce que la franc-maçonnerie a joué un rôle politique important dans la cohabitation. C'est vrai, et c'est vrai que Michel Barouin, qui est cet homme que décrit donc Jean-Michel Blanquet au Chiplon, Michel Barouin, les secrets d'une influence, c'était un homme qui en effet servait souvent de passerelle entre, disons, la gauche et la droite, et avait de très fortes influences, puisque c'était le patron. J'ai très bien connu Michel Barouin, et nous avons tous les deux été l'élève du même maître et ami qui était Edgar Faure. Voilà. Donc vous nous confirmez que Edgar Faure était bien franc-maçon? Non, je n'ai pas du tout. Ah bon, parce qu'il y avait un doute. Le mot maître. On a des maîtres dans la vie. Voilà. Edgar Faure, par exemple, m'a appris ce que c'était une majorité d'idées. Et si, par exemple, on a pu faire passer la législation sur l'avortement, eh bien, c'était parce que par le canal en particulier de la fraternelle parlementaire d'une part, mais d'autre part aussi par d'autres amis qui aiment bien écouter la pensée maçonnique et réfléchir avec nous, c'est par-dessus les partis que l'on a pu faire passer la législation sur l'avortement qui, vous vous en souvenez, a été amenée par Valéry Giscard d'Estaing, mais qui n'a pas été votée par des partis particulièrement. C'était à l'intérieur de chaque parti que nous avons su soulever la réflexion et parvenir à cette majorité d'idées. Eh bien, c'était Edgar Faure qui nous l'avait enseigné. Eh bien, merci d'avoir été à vous seul le débat, finalement, de ce soir. Si vous voulez en savoir plus aussi, parce qu'il y a eu toute non pas une légende d'ailleurs, mais un fait avéré sur les francs-maçons et le Vatican. Le Vatican avait l'habitude d'excommunier les francs-maçons, mais il existe des prêtres à l'intérieur de la Grande Loge de France, je crois qu'on peut le dire. Si vous me donnez une petite minute, je vous rappellerai que j'ai en 1971, je crois, négocié avec Rome la visite à la Grande Loge de France à l'époque c'était le cardinal Marty, mais il était pris avec l'affaire des gauches, et c'est donc le monseigneur Pézeril que j'ai reçu à la Grande Loge de France. Et cette négociation a été menée par Jacques Fauvet, alors à l'époque directeur du Monde, le père... je vais retrouver son nom dans une seconde, et Alain Guichard, qui était le journaliste du Monde spécialisé, catholique, je répète, qui est aujourd'hui président des journalistes catholiques, et l'autre était le père Jean-François Six, et ce sont les trois
qui, à Rome, ont fait la négociation de telle sorte que, rompant avec une absence de 200 années, j'ai pu recevoir officiellement maillet battant, selon un rituel qui avait été fait par Mozart pour recevoir l'archiduc à l'époque de son temps, et bien que j'ai reçu maillet battant. C'est-à-dire maillet battant? Maillet battant, c'est un rituel qui permet, lorsqu'on reçoit, on frappe et on martèle les pas. N'est-ce pas? C'est le summum de l'honneur que l'on peut accorder à un visiteur. C'est la grosse caisse dans le. En rompant avec 200 années d'absence d'un prince de l'Église à la Grande Loge de France, j'ai refait la collaboration possible, puisqu'à l'époque, je le rappelais, il y avait un matérialisme montant, et que je pensais que la Grande Loge de France et la franc-maçonnerie en général d'une part et l'Église d'autre part avaient en face d'eux un ennemi commun qui était un système matérialiste qu'il fallait à coup sûr contenir. Voilà, je rappelle que Mozart était maçon et qu'on trouve des traces de son influence maçonnique dans un grand nombre d'opéras et notamment bien sûr Don Juan. Donc si j'évoquais ce livre de Jean-Michel Merle et de Michel Viau, c'est qu'il s'intitule justement Quai Voltaire, c'est francs-maçons qui croient en Dieu, et qu'il y a Jean-Michel Merle est un historien des religions et Michel Viau est un pasteur. Ils sont francs-maçons tous les deux. Tous les deux francs-maçons. Lui a été membre du Grand Orient et aujourd'hui il est à la Grande Loge nationale française. Michel Viau était à la Grande Loge de France, il était mon collaborateur, et alors je crois que ça illustre parfaitement le principe de réflexion de la Grande Loge de France. Quiconque entre en maçonnerie ne connaît pas d'entrave à la recherche. Et Michel Viau, au terme de sa recherche, a trouvé Dieu, et par conséquent, il avait également sa place à la Grande Loge de France pour des raisons personnelles et théologiques. Il est maintenant à la Grande Loge nationale dite Binot. Voilà, la Grande Loge nationale française. C'est le parcours d'un homme libre. Il est d'ailleurs possible pour un maçon d'appartenir à plusieurs obédiences en même temps. Non. Ça arrive. Enfin, on connaît des cas. Merci de nous avoir éclairé, Pierre Simon. J'espère que nous, à notre tour, on vous a éclairé. Il y aura un prochain droit de savoir qui aura lieu le 4 novembre, le jour même des élections américaines. Donc nous allons focaliser sur le président, soit le nouveau président, Bill Clinton, soit l'actuel, George Bush. Nous verrons bien, un mois pour cela. Et puis d'autres numéros en préparation, des numéros spéciaux. Dans quelques instants, du sport avec une vraie surprise, puisque je vous le dis tout de suite et vous le verrez en image, Marseille a été battu pour la première fois depuis 8 mois, battu par Bordeaux, le grand ennemi de toujours, les Girondins de Bordeaux. Et puis ensuite le journal en images de Laurent Félix. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.